Donc, Dominique Viennot, je suis le directeur général de l'Alliance des regroupements d'usagers du transport adapté du Québec, qui est un organisme provincial. Ok. Alors, ce que je ferai, c'est je couperai ma vidéo parce que j'ai des petits problèmes d'Internet un peu qui passent. Donc, si on veut fluidifier la présentation, mais je la remettrai pour les réponses, questions-réponses. Je vais essayer de faire vite. Il y a beaucoup de stocks, mais on m'a demandé de faire vraiment une. Parce qu'il y avait beaucoup de participants d'horizons très différents qui connaissent ou pas le transport adapté. Donc là, c'est vraiment une première conférence sur à la fois l'historique du transport adapté, l'évolution jusqu'à aujourd'hui, les lois sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour déterminer du droit au transport adapté qui existe au Québec, et puis d'arriver vers les enjeux aujourd'hui, les problématiques. Il y a une partie il y a une toute petite partie sur également tout le dispositif, tout le processus en fait d'admission, pour ceux qui ne le connaissent pas. Si vous le connaissez déjà, je pourrais faire plus vite. N'hésitez pas à intervenir aussi pour dire, ben non, on connaît ce processus. Donc, je vais faire assez rapidement, essayer de ne pas parler trop vite, mais je vais essayer de faire rapidement parce qu'il y a beaucoup de stocks. C'est un gros sujet, le transport adapté, avec beaucoup, beaucoup d'enjeux. Euh, Hop, attendez, je vais essayer de changer. OK. Donc, sur le plan de la présentation, donc, on va commencer par définir le transport adapté et les principes clés en fait, sur lesquels il s'appuie. Et on tracera rapidement l'évolution historique pour voir d'où ça vient et puis de voir quelquefois qu'actuellement, parfois, on repart en arrière. Et on surveillera l'organisation, le fonctionnement des services et puis également les défis majeurs, les enjeux, les défis, les pistes de solutions que nous, au sein de la RUTAC, on identifie, et puis la période d'échange. Donc la RUTAC, très rapidement, 37 ans dans la défense des droits. Donc comme je disais tout à l'heure, on est un groupement de défense de droits provincial, donc organisation à but non lucratif, et on défend des droits, donc vraiment principalement de la représentation politique pour vraiment orienter les lois, les politiques, les programmes. Et on regroupe au sein de l'Alliance, donc on se considère un petit peu comme la voix des régions parce qu'on regroupe 18 membres dont la majorité sont des regroupements d'usagers. Mais en tout cas, tous les membres sont impliqués dans de la défense de droits d'usagers. Et donc, on anime aussi, on coordonne ces membres sur le Québec. Donc, si on revient sur les objectifs principaux du transport adapté, il est clair que son objectif principal, c'est de favoriser l'intégration scolaire, professionnelle, sociale de personnes qui vivent avec un handicap. Mais c'est surtout un moyen de transport essentiel parce que ça vise à répondre aux besoins particuliers de personnes qui vivent avec une incapacité, mais également qui sont admises à un service de transport spécifique en vertu de droits qui sont achassés dans les lois québécoises. Et ça, c'est une unicité. C'est-à-dire dans beaucoup de pays dans le monde, c'est des réglementations locales, municipales, mais il y a très peu de pays dans le monde qui ont vraiment un droit au transport adapté, enchâssé dans la loi et dans les politiques, ce qui est un cas au Québec. Donc c'est un service qui fonctionne sur réservation et avec majoritairement du porte-à-porte, ce qui vraiment fait la spécificité de ce service, et ce qui signifie qu'il y a vraiment une prise en charge de l'usager à la porte de l'endroit d'embarquement jusqu'à la porte de destination. Et il y a aussi dans ce rôle que a le chauffeur, c'est de l'aide à la personne, donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Donc, c'est un transport qui permet aux personnes en situation de handicap d'accéder aux services qui sont offerts à la population, mais surtout d'assurer une mobilité, une autonomie, et c'est vraiment l'objectif de toute la politique, c'est d'aller vers l'autonomie de la personne, d'encourager le plus possible l'utilisation de transports collectifs et le transport adapté lorsqu'il n'y a absolument aucun autre moyen de transport possible pour pouvoir vivre et participer à sa vie citoyenne pleine et entière. Donc, dans l'historique, ce qui est important de noter, c'est qu'au départ, un petit peu comme la Charte des droits et libertés, c'est venu en fait de la communauté, du public, des civils, c'est venu vraiment du monde communautaire, des groupes communautaires, des associations qui, au début du XXe, ont initié en fait des modes de transport qui répondaient à des besoins qui n'étaient absolument pas complétés. Alors, peut-être la majorité connaissent déjà les frères Forêt, hein, qui sont vraiment considérés comme les pionniers, mais qui ont vraiment été dans les fondateurs du transport adapté ou touchés directement par des défis de mobilité. Ils ont vraiment créé un service de transport bénévole pour répondre à ce besoin et en créant des solutions. Alors, on voit un peu les véhicules, mais des solutions qui essayaient de répondre à des besoins de transport. Alors, le plus souvent, qui étaient pour des besoins spécifiques, plus de santé ou de travail.
mais c'est vraiment venu de la communauté. Et dans les années 70, à la fin des années 70, on a eu la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, justement pour l'intégration scolaire, sociale, professionnelle, donc en 78, et qui, pour la première fois, a vraiment accordé une reconnaissance du transport adapté et surtout un démarrage de financement public, et qui a permis de reconnaître comme officiellement les besoins de mobilité qui n'étaient pas du tout comblés. Et à la fin des années 70, juste avant, 79-80, l'ancêtre de la STM a repris la gestion du service. Donc on a vraiment commencé à avoir une reconnaissance des besoins de mobilité. Et dans les années 80, il y a eu une délégation de responsabilité du transport aux sociétés de transport locales. Ça, c'est venu peut-être pour certains, ça vous rappelle quelque chose, le rapport Montpetit dans les années 80. Et il y avait un comité consultatif sur le transport des personnes handicapées et qui avait dressé vraiment un portrait alarmant là, de l'exclusion qui était vécu par des personnes à cause de l'inaccessibilité généralisée des réseaux de transport. Et le rapport avait recommandé la mise en place de services spécialisés qui étaient adaptés aux besoins. Donc on parlait vraiment de transport adapté à des besoins. Et il plaidait pour que le public soit en face de ses responsabilités en matière d'accessibilité et prenne en charge ce service. Et face à l'augmentation de la demande et la complexité croissante de l'organisation du transport adapté, il y a des sociétés de transport mais qui ont commencé à intégrer officiellement le transport adapté à leur mission. Il y a eu la STM, il y a eu la STL à Laval. Et l'aboutissement de tout ça dans les années 80, ça a été aussi la mise en place d'une politique d'admissibilité au transport adapté et qui a vraiment mis en place toutes les modalités pour cette admissibilité. Dans les années 90, il y a eu une étape cruciale parce que ça a été l'instauration d'un financement provincial récurrent. Alors c'est toujours, on le connaît, c'est toujours dépendant des budgets disponibles. Ça, c'est ce qui nous gosse assez à l'Arbitrac, mais quand même mise en place d'un financement provincial récurrent dédié au transport adapté. Et également, vous connaissez, je pense tous, évidemment, le MDH-PPH, mais qui a vraiment, qui a marqué une étape législative importante parce que enfin pas législative, mais disons que ça, euh, ça a impacté vraiment sur les politiques québécoises. Ça a établi parce que ça a vraiment permis de reconnaître formellement il y avait des facteurs personnels, des habitudes de vie, des facteurs environnementaux qui allaient vraiment pouvoir impacter l'autonomie de personnes qui vivent avec un handicap. Et il y a également la loi sur le transport en 1992 qui a marqué une étape importante parce que ça a été la reconnaissance du transport adapté avec un cadre juridique des services de transport collectif qui s'est élargi et qui visait à assurer un accès plus large aux personnes à mobilité réduite. Donc, je reparlais du MDH-PPH. C'est sûr que c'est un modèle qui a profondément influencé les politiques publiques et toutes les pratiques finalement en matière d'inclusion et d'accessibilité. Euh, Vous connaissez bien la politique à part entière. Ça a servi de référence à cette politique. Et ça continue d'être un outil d'ailleurs énorme, important sur tout ce qui est évaluation des obstacles, l'accessibilité universelle de la société. Mais le fait de considérer ces facteurs personnels, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, c'est vraiment un modèle qui a directement influencé les politiques aussi vers le transport adapté. Et puis les années 2000, il y avait eu une évolution qui allait justement de plus en plus vers le transport porte-à-porte et un transport personnalisé. Ça a été une nouvelle ère aussi marquée par tout ce qui était modernisation, amélioration de l'expérience usagée, modernisation technologique. Il y a eu une formation de plus en plus du personnel, formation des chauffeurs, formation des répartiteurs, pour viser un accompagnement de meilleure qualité et plus sécuritaire. Et dans les années 2000, le taxi a pris de plus en plus de place. Au Québec, il représentait plus de 80% du transport adapté. À Montréal, c'était même peut-être plus. Et donc, c'était une solution, ça avait vraiment évolué dans le sens vraiment d'un transport, j'allais dire, main à main, bedaine à bedaine, porte à porte. Et puis, il y a eu, parce que c'est important d'en parler, parce que c'est ce qui impacte aujourd'hui un recul qu'on a eu dans les services de transport adapté,
Il y a eu alors, je transférerai la présentation par la suite et vous verrez, il y a une très belle enquête de Radio-Canada là-dessus, mais sur l'intégration d'Uber. Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais disons que ça s'est fait de manière particulière et pour pouvoir permettre finalement à Uber de s'imposer au Québec. Il y a eu une révision de la loi sur le transport rémunéré des personnes par automobile, avec une abolition des quotas de permis et des permis propriétaires de taxis transférables. Donc un projet de loi qui a finalement mis à mal le porte-à-porte parce que ça a fait chuter l'industrie du taxi qui avait quand même apporté une solution qui correspondait bien aux besoins du transport adapté, à chaque besoin de personnes admissibles, et avec un retour de ce qu'on appelle évidemment les runs de lait, avec un retour de collectifs, avec des tournées qui durent des heures. Et ça a vraiment été depuis 2016 avec les premiers projets pilotes et 2019 l'adoption de la loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile avec la loi 17 qui a vraiment mis à mal le transport adapté. Euh, une demande en croissance, alors depuis 2006, il n'y a plus vraiment de statistiques qui sortent, mais on voit qu'il y a une évolution. On voit que dans les années 80, c'était 4300 personnes admises. En 2023, les derniers chiffres, on était à plus de 140 000 usagers sur tout le territoire. Et c'est une demande qui est de plus en plus en croissance, notamment en raison, mais pas uniquement, mais du vieillissement de la population et des besoins de plus en plus de transports adaptés vraiment aux besoins spécifiques. Euh, En 2025, donc 140 000 usagers est présent dans l'ensemble des régions. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est un transport adapté qui dessert autant les grands centres urbains que les communautés rurales. Et il y a une grosse différence entre les services, enfin les besoins pressentis dans les grands centres urbains comme Montréal, Laval ou Québec, et évidemment les communautés rurales, et qui, avec la chute de l'industrie du taxi, se sont retrouvées mises à mal avec souvent plus de taxis qui rendaient les services sur leur territoire. Euh, alors pourquoi la demande transport adapté augmente? Je disais oui, il y a le vieillissement de la population, même si ce n'est pas uniquement les personnes âgées, bien sûr, qui utilisent ce service. Et puis, il y a la rationalisation aussi des soins de santé qui a été un facteur de croissance. Et de plus en plus, bah, pour pouvoir mener une vie active et de plus en plus pour pouvoir visiter sa famille, faire, enfin, fonctionner comme tout citoyen, bah, il y a de plus en plus de demandes. Il y a des territoires, je pense notamment, je parlais dernièrement sur Saint-Jérôme, où dans les comités d'admission, il y a plus de 200 demandes par mois d'accès et d'admission au transport adapté. Donc c'est vraiment un service qui est de plus en plus demandé. Donc, les avantages directs qui découlent du transport collectif accessible, c'est l'avantage direct ben, à la fois pour les usagers, donc d'accès à l'indépendance, élargissement des choix et des options de matière de style de vie, une meilleure mobilité, une confiance accrue au niveau de ses ressources, mais également des avantages pour les collectivités, puisque ça favorise une meilleure intégration sociale, ça permet de réduire aussi la dépendance à l'égard des proches aidants, qui souvent se retrouvent mobilisés. Alors, je passe assez vite parce que je sais que j'ai peu de temps là. Mais vous aurez tous ces éléments dans la présentation que je vous transférerai par la suite, mais également des avantages économiques. Et nous, bien évidemment, on parle toujours non pas d'un coût, mais d'un investissement dans la prévention, d'investir dans le transport adapté, parce qu'il y a un avantage économique certain pour la société, qui est à la fois d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent s'intégrer au marché du travail, à la population active, augmentation du nombre de consommateurs, réduction des surcoûts liés à la santé ou aux surcoûts sociaux. Donc il y a vraiment un avantage économique et c'est sur quoi à la RUTAC, évidemment, on appuie auprès du gouvernement pour faire accepter des financements récurrents. Les fondements légaux, rapidement, parce que c'est important d'avoir ces fondements en tête, parce qu'encore une fois, c'est pas un service, c'est pas une gentillesse que le gouvernement fait auprès des usagers, mais c'est vraiment un droit acquis des personnes qui sont admises au transport adapté. Et donc, il y a cinq grands textes sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour défendre le droit au transport adapté. Évidemment, il y a la Charte des droits et libertés. Je vous ai remis les articles. Encore une fois, vous aurez les éléments derrière pour pouvoir vous appuyer dessus. Euh, un des articles importants à garder en tête, c'est l'article 15 quand même sur les mesures d'accommodement, parce que c'est un des articles sur lesquels on peut s'appuyer, notamment pour faire admettre qu'on a droit à des services, même en dehors des heures minimales légales qui ont été admises par notamment de programmes de soutien au transport adaptés. Et il y a encore beaucoup de municipalités qui disent, ah ben moi, mes 40 heures, je les rends.
oui, d'accord, mais je peux avoir une mesure d'accommodement pour exercer mon droit. Donc l'article 15 peut vraiment venir appuyer des demandes auprès de MRC pour élargir des périodes de service. Euh, donc vraiment en matière de transport, si l'offre est inadéquate, si elle est instable, si elle est inéquitable, ça peut constituer une atteinte au droit de l'égalité à la participation sociale. Donc, ce sont des articles au niveau de la charte qui peuvent vraiment servir de base pour des demandes d'accommodement. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, on a parlé tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que l'article 1 a une définition spécifique qui va servir de référence pour la politique d'admissibilité. Et puis dedans, en fait, c'est une loi qui vraiment vient obliger à la fois les ministères ou les municipalités qui ont au moins 10 000 habitants de mettre en place un plan d'action pour favoriser l'intégration et la participation sociale des personnes handicapées. Alors ça, on touche toute l'accessibilité du transport, mais on peut se référer sur cette base légale. Et également l'article 67 qui, lui, va obliger les sociétés de transport ou organismes publics de transport à mettre en place un plan de développement pour mettre en place un transport en commun de personnes handicapées sur son territoire. Donc ça aussi, ce sont des bases légales importantes. La loi sur le transport, avec l'obligation aussi pour les municipalités locales d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés, et toujours des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Et parce qu'on entend énormément quand même, de plus en plus, quand on parle de transport adapté, il y a un mélange un peu avec le transport accessible. Transport adapté, c'est vraiment adapté aux besoins spécifiques des personnes qui ont été admises légalement à ce service. Donc, il faut vraiment partir des besoins pour pouvoir rendre le service et pas l'inverse. La politique d'admissibilité au transport adapté, ça, sur laquelle on va revenir un peu plus, mais qui est effectivement la politique qui va donner tous les critères spécifiques selon lesquels une personne va être admissible au transport adapté. Il est clair que nous, l'un des enjeux qu'on a au niveau de la RUTAC, au niveau politique, c'est que plus il va y avoir de demandes, plus la population va être éligible en fonction de la politique d'admissibilité actuelle, plus il y aura des tentatives, on va dire, politiques de diminuer les critères ou d'ajuster les critères pour que la population admissible n'augmente pas. Donc nous, c'est un des enjeux, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive au niveau de cette petite d'admissibilité. Je vous ai remis les grands critères au niveau de cette politique. Un qui est important, c'est effectivement l'autonomie de la personne, c'est-à-dire que vraiment dans le souci d'intégrer une personne à son milieu, la politique, elle va favoriser qu'on puisse utiliser le service de transport en commun régulier. C'est un des objectifs qui est poursuivi, donc que les transports soient de plus en plus accessibles. Et le type d'admission qui va être accordé par la politique, il doit refléter les besoins réels au regard de ces limitations. Et c'est clair qu'il va y avoir un encouragement à essayer d'apprendre à utiliser un service régulier de transport en commun. C'est une tendance, c'est dans la politique, mais c'est vrai que c'est une tendance forte qu'on ressent. Euh, mais ce qui est important aussi à retenir, c'est la non-immuabilité du statut d'admission, c'est-à-dire qu'une admission en fonction d'une modification, une modification dans ses besoins, modification, il peut y avoir une révision de la décision qui a été prise. Donc, c'est pas immuable. Et il y a des mécanismes aussi de révision qui existent, un mécanisme de révision en fonction de son insatisfaction qu'on peut avoir sur une décision rendue peu importe d'ailleurs sur la raison, sur l'admission, l'accès, il y a un mécanisme de révision, donc c'est important aussi de bien le garder en tête. Et puis le cinquième source, je dirais, qui est importante parce que c'est le cadre financier du transport adapté, c'est le programme de soutien au transport adapté. Et ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où une MRC une municipalité reçoit du financement pour et des fonds publics pour mettre en place un service de transport adapté, il est clair qu'elle ne peut pas offrir un service qui est restreint de manière arbitraire ou défaillant. Donc ça reste une base, un cadre financier, un cadre légal important. Et les subventions gouvernementales sont clairement aussi conditionnelles au respect de la politique d'admissibilité qui précise donc, comme on le disait, tous les critères d'admissibilité, type d'admission ou procédure d'encadrement. Donc pour être admis au transport adapté, donc on le disait tout à l'heure, le transport adapté, c'est vraiment un service qui est réservé aux personnes qui sont reconnues admissibles selon les critères de la politique d'admissibilité.
Et donc, un usager va devoir faire une demande d'admission auprès de son organisme de transport adapté ou de la société de transport. Et une fois admis, on va recevoir un numéro de dossier et on peut réserver ses déplacements selon les règles locales. Voilà, je vois que le temps file, donc je vais quand même passer rapidement ces éléments qui sont quand même importants, mais les critères d'admissibilité, c'est donc, on revoit la définition dont on parlait tout à l'heure sur la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées, donc qui est vraiment la définition qui vient de cette loi, donc qui est de toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante, c'est le volet important de connaître persistant, et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Et ce qui est important également, c'est sur le plan de la mobilité, c'est qu'en fait, il y a des incapacités qui vont être vraiment listées et ce sont les seules incapacités, celles qui sont listées, qui peuvent être retenues aux fins de l'admissibilité. Donc, il y a la capacité de marcher sur une distance de 400 mètres sur un terrain uni, il y a la capacité de monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui ou même la capacité d'en descendre. Il y a l'incapacité d'effectuer en totalité un déplacement qui utilise le transport en commun régulier et l'incapacité de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, et l'incapacité de maîtriser des situations ou des comportements qui peuvent être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres. La dernière modalité, qui est la communication de façon verbale ou gestuelle, c'est une incapacité, mais qui ne peut pas être seule retenue aux fins d'admission. Elle doit vraiment être toujours liée à une autre incapacité. Et ce qui est important aussi, encore une fois, je sais pas, et je ne sais pas qui est autour aujourd'hui de la table pour notre rencontre, mais c'est quand même pour rappeler que le transport adapté sert une clientèle qui est très diversifiée. Parce qu'on va parler autant de personnes qui vivent avec des déficiences intellectuelles, physiques, visuelles, qui vivent avec des troubles neurocognitifs, qui sont face à des questions de santé mentale, qui vivent avec un spectre de l'autisme. Donc on a vraiment une clientèle très, très diversifiée. Et, euh, et je le rappelle parce que une des préoccupations nous, qu'on a beaucoup à la RUTAC, c'est justement le rôle des chauffeurs. On reviendra sur les enjeux actuellement, sur les pénuries de chauffeurs auxquelles on fait face au Québec. Et pour nous, le métier de chauffeur de transport adapté est essentiel et il est très complexe. Alors, j'ai mis une photo, mais j'ai mis pour nous ce qu'il représente. Oups, c'est que pour nous, c'est un peu un super-héros. C'est-à-dire que c'est plus, on a tendance à chercher les chauffeurs, alors que c'est, en résumé, je pourrais dire que c'est quasiment des préposés aux bénéficiaires qui conduisent. Enfin, c'est des personnes qui doivent avoir des connaissances fines de l'ensemble de la clientèle et de la diversité de la clientèle. Et, euh, et donc, c'est à la fois un métier qui est très complexe, mais qui demande aussi une formation qui doit être adaptée aussi au type de clientèle qu'on a. Et ça fait partie de nos des revendications qu'on a sur à la fois dans la revalorisation du métier de chauffeur, tant autant financière que du métier, mais également sur la formation, parce qu'une bonne quantité de problématiques de qualité de sécurité viennent surtout d'aujourd'hui d'un déficit de formation qui peut y avoir au niveau de l'industrie. Sur la demande d'admission, rapidement également, c'est donc il y a un formulaire d'admission à remplir avec une première partie qui est à remplir par le requérant, puis la deuxième partie par le professionnel. Alors sachez aussi que il y a beaucoup d'organismes communautaires, que ce soit des regroupements d'usagers de transport adapté ou d'autres organismes, qui peuvent accompagner hein, toute la clientèle dans le, les démarches d'admission et notamment les aider à remplir la première partie du formulaire. La deuxième devant être remplie par un professionnel. Donc pour ceux qui sont moins peut-être familiers, j'ai remis ici, tiré de la politique d'admissibilité, l'ensemble des professionnels face au type de diagnostic qui sont du demandeur ou de la demanderesse, en sachant que sur certains territoires, il peut y avoir dans ces listes des professionnels qui sont plus ciblés que d'autres parce que ils peuvent peut-être plus manquer sur le territoire. Donc on a fait avec plusieurs des membres de la RUTAC un comparatif au niveau de même juste les sociétés de transport et on voyait qu'il y avait des professionnels qui, à certains endroits, étaient recommandés et à d'autres ne l'étaient pas ou n'étaient pas listés. Donc, toujours vérifier avec l'organisme au niveau du formulaire d'admission, qui devrait être le même quand même pour tout le monde, mais de vérifier, parfois, il y a des adaptations au niveau de la liste des professionnels qui sont listés. Donc, la demande d'admission est déposée. Il y a un délai donc, qui va être reçu. Ensuite, il va passer en comité d'admission. Et le comité a un délai de 45 jours
pour répondre par écrit à la demande d'admission. Le comité d'admission, c'est un comité qui est tripartite, en fait, et qui va être composé à la fois d'un représentant de l'organisme de transport adapté, d'un représentant de l'Agence de développement de réseaux locaux, de services de santé ou de réseaux sociaux, et un à trois représentants des personnes handicapées, et tous ont droit à un seul vote. Et donc, c'est un comité qui va être autonome et qui va déterminer, en vertu des critères d'admissibilité, les personnes qui auront droit ou pas au service. Alors, sachant, comme je disais tout à l'heure, sur certains territoires, il y a plus de 200 demandes par mois et généralement, il y a peut-être 5 personnes qui ne sont pas éligibles. Donc, il y a énormément de demandes et c'est vraiment en croissance. Euh, Par la suite, sur le type d'admission, alors il y a des admissions qui vont être faites pour tout type de déplacement ou certains déplacements. Donc, il va vraiment y avoir des conditionnalités. Également, sur le type d'accompagnement, il y a des accompagnements qui vont être autorisés pour tout déplacement, d'autres pour certains déplacements ou pas autorisés. Donc là, c'est vraiment, il y a un large spectre de types d'accompagnement ou de types de demandes d'admission qui peuvent être faits. Euh, je parlais tout à l'heure de la possibilité de réviser une décision. Il y a, dans les 40 jours qui suivent la décision du comité d'admission, on peut faire appel à un bureau de révision. Je vous ai remis ici les critères parce qu'il faut que la requête qui va concerner soit la non-admission, soit le type d'admission ou le type d'accompagnement, il faut que cette requête, elle corresponde à quatre de ces critères, déjà aux quatre critères qui sont ici listés. Donc, c'est vraiment un mécanisme un peu j'appelle de dernier recours, là, qui est prévu pour une personne qui se sent lésée par une décision du comité d'admission. Et dans les 40 jours donc, qui suivent la décision du comité d'admission, on peut demander la révision et le bureau de révision a 30 jours à la réception de la demande pour apporter sa décision. Donc ça, c'est important de savoir que c'est quand même une option qui existe aujourd'hui pour les usagers. Et puis, en étant admis, il y a une carte d'admission qui est délivrée et qui permet d'utiliser le service en transport adapté de la municipalité. Mais il faut savoir également que c'est une admission provinciale, donc il y a la possibilité d'utiliser les autres services de transport adaptés au Québec, même si nous, on se bat énormément au niveau de la RUTAC, au niveau de nos membres, pour qu'il y ait une vraie reconnaissance de l'interrégionalité puis de la couverture provinciale, puisqu'aujourd'hui, quand on est admis, quand on veut utiliser un service qui n'est pas le service de la société de transport dans lequel on a été accepté, on doit faire une demande d'accès à titre de visiteur ou de visiteuse, et selon les ressources disponibles ou les autres services de transport sont disponibles. Donc, il n'y a pas une automatisation provinciale de la carte d'admission, même si elle est reconnue à l'échelle du Québec comme que l'admission est reconnue. Le fonctionnement du service, là je remets rapidement aussi la répartition en fait de la responsabilité du transport adapté au Québec. Donc en haut, effectivement, il y a le ministère du Transport et de la Mobilité durable. Donc lui, on l'a vu, il agit à titre de partenaire financier des organismes de transport des municipalités, mais il est aussi responsable de la politique d'admissibilité. Et ensuite, ce sont il y a les organismes publics de transport collectif et les organismes de transport adapté qui vont avoir le mandat de l'opérationnalité des services. Donc, ce sont les municipalités qui vont avoir la responsabilité de mettre sur pied la solution qui va permettre aux personnes handicapées de son territoire de se déplacer. Donc, soit par un service de transport adapté traditionnel ou un service plus personnalisé s'il y a une demande faible. Et les municipalités peuvent engager donc une organisation spécialisée de transport. Donc aujourd'hui, au Québec, on a 26 organismes publics de transport collectif, incluant les 9 sociétés de transport, EXO, donc qui représente Rive Nord, Rive Sud sur Montréal, et puis des MRC, 16 MRC. Et on a 108 au dernier recensement, en tout cas sur le dernier comité consultatif sur le transport adapté là, de juin 2024, on avait 108 organisés de transport adapté au Québec. Euh, donc, les MRC qui organisent le transport, elles ont quand même plusieurs obligations. À la fois, c'est d'offrir des plages horaires de service qui conviennent aux besoins des usagers, mais également de respecter les horaires fixés, d'adopter la tarification à celle du transport en commun. Et ça, c'est sur le programme de soutien au transport, c'est de ne pas exiger de motifs particuliers normalement pour accorder le service.
Donc on le voit de plus en plus, il y a des services qui privilégient ou qui vont prioriser des demandes pour des rendez-vous médicaux ou pour du travail, ce qui est tout à fait louable, mais le programme de soutien lui-même spécifique, on ne doit pas prioriser. C'est-à-dire que comme tout citoyen, on a accès, pour tout type de raison, on va avoir accès à la possibilité d'avoir un transport, que ce soit pour du loisir, que ce soit pour aller voir sa famille, aller au cinéma ou aller travailler ou aller à son rendez-vous de santé. Euh, et puis au niveau financier, je le disais tout à l'heure, normalement, il y a une contribution officielle du MTMD du ministère de 65% des coûts admissibles, mais dans la réalité, on est aujourd'hui à moins de 50%, ce qui pose énormément de problèmes aujourd'hui au financement des services. Euh, je vais aller vite sur cet aspect-là. Vous l'aurez parce que je vois que le temps file aussi, vous l'aurez dans le PowerPoint qui vous sera envoyé par la suite. C'est vraiment tout le processus de réservation. Donc, à retenir, c'est que c'est un service donc, qui se fait sur réservation. Euh, Vous avez les différentes processus. Ce qui est à retenir, c'est que c'est un processus qui va être à géométrie variable en fonction de la région où vous êtes, en fonction de votre code postal, en fonction de votre territoire. Donc c'est ça qui pour nous fonctionne pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une homogénéité des services, on n'a pas une standardisation. Et en fonction de là où on se place, ben, et en fonction des financements qui ont été obtenus, ben, on peut et on le comprend que les organismes de transport ben, soient limités dans les budgets qu'ils obtiennent. Mais c'est ce qu'on demande aussi, nos revendications auprès du gouvernement, c'est d'avoir une équité au niveau du financement. C'est qu'il y a des grandes annonces de financement, mais on ne sait pas déjà comment celui-ci est réparti. Et il n'est pas forcément réparti en fonction des besoins réels qu'il peut y avoir sur le terrain. Je vous parle d'une formation qui peut vous intéresser ou intéresser vos membres. C'est une formation qui a été montée par un regroupement d'usagers qui est sur Lanaudière, donc le RUTA Lanaudière. Et c'est une formation sur les attitudes et approches en transport adapté et qui est vraiment intéressante parce elle aborde à la fois des témoignages de chauffeurs et de répartiteurs et elle démontre, elle met en situation pour chaque type de clientèle des spécificités qu'il doit y avoir. Et donc c'est avec des questions, avec des questionnaires, avec un examen final. C'est vraiment très très bien fait. Et je vous suggère grandement, ça dure 75 minutes. Et nous, on en parle beaucoup au niveau même politique pour que des responsables, soit politiques, soit des responsables de direction de transport adapté, puissent faire cette formation parce que je mets au défi quiconque qui passe cette formation de voir le transport adapté comme un transport facile à faire au niveau collectif et qui ne comprennent pas la nécessité d'avoir vraiment un accompagnement très personnalisé et qui soit du porte-à-porte adapté à chaque situation. Et ça met aussi en valeur le rôle particulier et essentiel du chauffeur qui doit à chaque fois réagir à chaque besoin de sa clientèle et qui peut être très varié si on est dans un transport collectif. Dans un minibus, on peut se retrouver à plein de situations différentes à gérer et ça demande vraiment des savoir-être et des compétences essentielles. Je vois qu'il est déjà 12h36. Alors, on va aborder ce qu'on connaît aujourd'hui au Québec au niveau de la situation actuelle. C'est que il y a une dégradation des services sur l'ensemble du territoire. Là, je vous ai mis que quelques extraits de revues de presse, mais qu'on voit effectivement des sociétés de transport ou des opérateurs ou des organismes de transport adaptés qui sont vraiment sous pression au niveau financier, sous pression parce que manque de personnel, sous pression parce que véhicules qui sont de plus en plus usagés et qui tombent de plus en plus en panne. Donc avec des infrastructures qui se retrouvent inadaptées, il y a un manque de coordination entre les acteurs. Et c'est des limitations qui entravent vraiment l'accès à un transport réellement inclusif et pour tous au niveau du Québec. Une dégradation aussi des manquements. On voit des personnes qui se retrouvent sans service, des personnes qui sont obligées de déménager. On voit là ici déménager à Sherbrooke parce que sur leur territoire, il n'y a pas de service adapté, donc ils ne peuvent pas les travailler, ils ne peuvent pas avoir accès à leur vie normale. Et donc, ça, c'est des choses qu'on voit partout dans toutes les régions au Québec. Et puis une dégradation qui vient aussi de la formation, et ça c'est un élément important, où on voit des situations qui, même si elles n'arrivent pas tous les jours, elles sont inadmissibles. D'avoir des personnes qui sont agressées sexuellement, d'avoir une personne, un usager qui vit avec le spectre de l'autisme, qui est oublié dans un véhicule,
Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement, que moi, les membres de la RUTAC font remonter régulièrement. Et, euh, et c'est clair qu'au niveau du recrutement et de la formation, il y a aujourd'hui des enjeux essentiels pour remédier à ces problématiques. Et puis c'est pour ça que j'ai refait l'historique au départ, c'est parce qu'on voit qu'au départ, au Québec, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ont essayé de pallier à un manque, parce qu'il n'existait pas de politique, il n'existait pas de loi, il n'existait pas de programme. Or aujourd'hui, et c'est tout à fait louable de la part de ces organismes, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'organismes qui essayent de trouver des solutions pour pallier au manque de services, donc au manque de services publics de transport adapté. Donc on voit dans Vie, c'est une très belle initiative, mais elle ne devrait pas être là. On ne devrait pas être obligé de développer un nouveau service d'autopartage pour essayer de pallier au manque de transport adapté. On voit des territoires qui font des levées de fonds, du sociofinancement pour acquérir des véhicules, pour essayer de répondre à des besoins de transport qui ne sont pas rendus aujourd'hui. Donc on voit vraiment qu'il y a cette volonté du milieu d'essayer de trouver des solutions, mais ça ne devrait pas. C'est un transport, c'est un service public, donc il devrait y avoir le financement et le gouvernement, les gouvernements successifs devraient se mettre en face de leurs responsabilités et mettre les financements et les services nécessaires pour apporter ce service auquel les citoyens ont droit. Là, c'est également, on voit ici à Shawinigan, donc un organisme qui a été obligé de s'acheter un véhicule, un autobus scolaire pour pouvoir faire des sorties parce que même avec le transport adapté, il y avait des priorisations sur tout ce qui était médical et travail et tout ce qui était loisir était pas finalement, rentrait pas dans les cordes des sociétés de transport et ils ont été obligés de se prendre, d'acheter un véhicule pour pouvoir faire leur sortie. Donc nous, on a listé au sein de la RUTAC, on a listé un ensemble d'enjeux, que ce soit des retards, des trajets allongés, des annulations de l'inconfort dans les véhicules, donc la qualité des services. On parlait de la run de lait aujourd'hui, on se retrouve avec des territoires où pour aller à 10 minutes de chez soi, on est obligé de faire 2 heures de transport et on est obligé de tourner et déposer tout le monde. C'est une problématique. Le manque de chauffeurs formés, des conditions précaires. Donc, on a des personnes, il y a un roulement de personnel important parce qu'ils sont souvent sous-payés pour la responsabilité, encore une fois, que ça représente. Puis un manque de formation. Aujourd'hui, on a un règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés au maximum qui va aller chercher un 33 heures de formation, mais c'est pas suffisant. Enfin, il faut vraiment aller chercher de la formation avec du mentorat, de l'apprentissage. Je veux dire, c'est vraiment, il y a tellement de cas qui peuvent se présenter que c'est essentiel d'avoir une meilleure formation. Et donc, ça, c'est un des éléments aussi pour nous qui est essentiel. Du service milité par manque de ressources, ça le rejoint. L'iniquité d'une région à l'autre, ça c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des territoires. Pourquoi on n'a pas les mêmes services? Il n'y a pas une harmonisation. Donc il y a vraiment une iniquité à la fois financière puis une iniquité de services. Les plaintes qui sont peu entendues parce qu'il y a un manque de transparence, c'est à la fois les sociétés de transport ou les organismes de transport adaptés sont à la fois jugés partis, c'est-à-dire que c'est eux qui reçoivent les plaintes et qui vont les gérer. Donc nous, on voit quotidiennement, on voit des usagers qui sont face à des situations, des manquements de services, des annulations de services, des problèmes de qualité de sécurité. Et qui finalement nous disent non, non, mais je ne vais pas déposer la plainte parce que je ne veux pas être ostratisé, je ne veux pas qu'on me note dans le dossier que je chiale. Donc, il y a vraiment une problématique sur la gestion des plaintes qui n'est pas autonome aujourd'hui, donc qui est, qui est gérée par, encore une fois, par des organismes qui sont jugés partis, et puis des zones qui sont mal desservies. C'est que géographique, on dit souvent, en fonction de votre code postal, vous êtes servi de manière différente, et ça, c'est pas normal. Donc, c'est sûr que pour laisser peut-être du temps aux échanges, moi je reviendrai sur nous les 5 volets qu'on met vraiment de l'avant au sein de la RUTAC et qui font partie vraiment des recommandations et puis du travail quotidien qu'on fait au niveau politique. C'est de recommander et puis d'exiger d'avoir du recrutement de chauffeurs. Donc nous, on exige d'avoir un programme rémunéré de recrutement et un programme de formation, les deux vont ensemble, des programmes de formation rémunérés, comme il y a pu y avoir avec les préposés aux bénéficiaires, mais d'avoir vraiment une vraie volonté de vouloir recruter et former des chauffeurs, et donc avec une revalorisation de ce métier. Il y a eu un comité consultatif au niveau du ministère du Transport, qui a fini en juin 2024,
qui a listé, il y a eu plein de bonne volonté, mais ça débouchait un peu d'une souris, mais il y avait quand même des volontés de vouloir remettre en place derrière quelques ateliers et quelques comités pour travailler sur des sujets spécifiques. On a réussi à faire avancer cette question de formation. Donc ça, il va y avoir de nouveaux comités qui vont s'organiser. Mais nous, c'est vraiment que c'est quelque chose sur lequel on ne lâchera pas. C'est qu'il faut absolument qu'il y ait des programmes de recrutement et de formation rémunérés pour vraiment avoir une valorisation de ce service qui est un service essentiel. Les véhicules adaptés, là aussi, il n'y a pas d'homogénéité, il y a tout type de véhicules. Tout à l'heure, dans la diapo sur 2025, on voit qu'il y a à la fois du taxi classique, du taxi adapté, il y a du minibus, il y a maintenant des fourgonnettes accessibles. Il y a tout un ensemble de véhicules qui existent sur l'ensemble du marché et il n'y en a pas assez. Donc là aussi, quand il y a une petite valorisation de financement qui est annoncée, notamment ce qui avait été annoncé dans le programme de soutien au transport adapté cette année en 2025, quand il y a une valorisation, on dit OK, vous mettez du financement, mais si on met de l'argent, mais qu'il n'y a pas de chauffeur et qu'il n'y a pas de véhicule, on le met où l'argent? Donc à un moment donné, il faut des véhicules sur la route et il faut plus de chauffeurs qui soient mieux formés. Et donc le financement, qui est le quatrième volet, qui est d'avoir un financement aussi qui soit pérenne et récurrent. Et encore une fois, avec le programme de soutien au transport adapté, qui a vu quand même des bonifications. Mais même dans les bonifications financières, à chaque fois, on lit que c'est dépendant que ça va être dépendant du financement ou que ça sera une aide non récurrente ou alors qu'elle sera conditionnelle aux disponibilités budgétaires. Comment une MRC peut planifier réellement un service qui est de l'allure s'il ne sait pas si le financement sera récurrent? Et donc, il faut avoir une pérennité financière sur ce service pour pouvoir vraiment développer et répondre aux problématiques. La gestion des plaintes, j'en ai parlé rapidement, mais la gestion des plaintes, c'est un élément essentiel. Nous, on demande aux différents gouvernements, on demande la mise en place d'un système indépendant de gestion de plaintes. On va même jusqu'à demander un ombudsman ou des ombudsman par région pour pouvoir vraiment gérer les plaintes et faire l'interface entre les usagers et les services. Et puis la volonté politique, et ça c'est le rôle, je finirai là-dessus, le rôle de la RUTAC, mais parce que ça prend une vraie volonté politique, on voit dans certains pays dans le monde, dans certaines villes, on le voit que ça soit à Londres, on le voit à Tokyo, on le voit à Barcelone, on voit vraiment des villes, ou à Berlin, on voit des villes qui ont mis en place des solutions, mais c'est toujours passé par une volonté politique. Et c'est ce qui nous manque. On a tous les fondements légaux qui existent au Québec, mais ça prend une vraie volonté politique pour pouvoir faire appliquer les lois et mettre en face de ce droit à un transport adapté, de mettre les moyens que ces services exigent. Voilà, Maud, j'ai essayé de rester dans le... Il est 46, j'essaie de pas trop dépasser, que tu m'avais demandé. Donc maintenant, je vous propose de passer peut-être aux questions. Là, je vous mets différents outils, à la fois notre site internet qui reprend des éléments légaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer, et puis nos outils de médias sociaux sur lesquels vous pouvez... on publie régulièrement des articles ou de l'information. Et donc, je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dominique.